Au moment où l'Ukraine est traversée par des troubles importants, il convient évidemment de se poser la question de l'origine de ces troubles. Est-ce que ces troubles sont le fait de l'absence de démocratie, comme le disent les opposants, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui sont bien plus géopolitiques en vérité? Et c'est évidemment, nous le verrons, la deuxième réponse qui s'impose sur la première, même si l'ensemble de nos médias ont tendance à expliquer la crise ukrainienne uniquement par une problématique démocratie contre autoritarisme. Alors vous le savez, l'Ukraine est travaillée par des troubles importants à l'ouest, cet ouest qui historiquement, traditionnellement, a davantage regardé vers les pays ouest européens et centre européens, en particulier vers la Pologne et vers l'Allemagne. Cette Ukraine à l'ouest qui est plutôt opposée historiquement à la Russie, et le centre de l'Ukraine, la capitale et l'Est, évidemment, qui sont tournés vers la Russie davantage, avec une partie d'ailleurs russophone importante, qui représente plus du tiers de la population et au moins les 2 tiers de l'économie, puisque le berceau de l'économie industrielle ukrainienne est du côté de Donetsk et de l'Est. Alors cette Ukraine est donc travaillée par des troubles qui sont graves, puisqu'il y a eu des morts, que le pouvoir a engagé une répression importante, mais on a affaire à une opposition extrêmement violente dans son comportement et dont les demandes sont pour le moins étranges, puisque tout récemment, ce samedi 25 janvier, le président Yanukovych avait accédé à la quasi-totalité des revendications des opposants, notamment en les associant, en leur proposant de les associer au gouvernement, au poste de Premier ministre et de vice-premier ministre. Et malgré cela, les opposants semblent vouloir continuer et vouloir déstabiliser. Ce qui, à mon avis, est le symptôme évident que la crise de l'Ukraine n'est pas uniquement un problème de démocratie, ce n'est pas une opposition qui voudrait uniquement être associée au pouvoir, c'est en vérité la volonté de détruire le pouvoir de Yanukovych pour y installer un pouvoir intégralement entre les mains de l'opposition, et non pas un pouvoir de coalition, mais un pouvoir intégralement entre les mains de l'opposition, afin de tourner l'Ukraine vers l'OTAN, ce qui est le but ultime, le but principal des opposants, tant de M. Klitschko que de l'ancien associé de Mme Tymoshenko. Donc il y a clairement une origine géopolitique à cette crise. Et je pense qu'il faut inscrire la réflexion sur l'Ukraine dans une réflexion beaucoup plus globale, en comprenant ce qui s'est passé depuis la fin de l'Union soviétique et depuis 1990. Depuis 1990, j'ai eu l'occasion souvent de le dire, les États-Unis ont engagé un plan de recomposition complète de l'Eurasie, un plan de transformation majeure dans le but de maintenir leur suprématie sur la mondialisation, de rester le leader de la mondialisation et d'empêcher l'émergence d'un monde multipolaire. Les États-Unis ont donc engagé ce plan, et ce plan, qui est un plan stratégique de grande ampleur, qui est un plan qui vise à rester numéro 1 mondial, ce que les États-Unis sont aujourd'hui sur le plan stratégique, sur le plan économique. Ce plan s'articule suivant plusieurs axes qui sont d'abord l'extension du bloc transatlantique et l'extension de l'OTAN sur, bien sûr, l'Europe et au détriment de l'ancienne sphère d'influence russe, l'ancienne sphère d'influence soviétique en particulier. Ça, c'est le premier axe, l'extension du bloc transatlantique, et c'est ce qui s'est passé puisque, à travers les années, l'OTAN s'est élargie et a intégré d'autres pays. Le deuxième axe de cette stratégie que j'ai souvent eu l'occasion d'expliquer ou d'expliciter, c'est une volonté d'encercler les grands émergents, la Russie qui est de retour, la Russie du président Poutine, mais aussi la Chine. Cet axe est évidemment majeur puisque c'est l'affrontement
que l'on voit entre ces deux puissances du Conseil de sécurité et les États-Unis sur de nombreux dossiers. Et c'est cet affrontement qu'on voit à la périphérie aussi de ces puissances. Le troisième axe, c'est évidemment la question du bouclier antimissile, qui est aussi l'objet de tensions très fortes entre les États-Unis et la Russie depuis de nombreuses années maintenant. Et le quatrième axe, c'est le soutien par les États-Unis des séparatismes contre leurs compétiteurs russes et chinois, mais aussi dans d'autres pays. Et donc depuis 1990, cette stratégie s'est déclinée suivant ces quatre axes, s'est appliquée et a créé des tensions extrêmement importantes dans la zone. Et cette stratégie, elle s'appuie sur un certain nombre d'outils. J'ai eu souvent l'occasion de parler de l'instrumentalisation du terrorisme à des fins géopolitiques. Cette stratégie s'appuie sur les outils qui sont la manipulation ou l'utilisation, l'instrumentalisation du terrorisme, qui est une réalité bien sûr du terrorisme international, mais qui est aussi une réalité instrumentalisée par la politique étrangère des États-Unis, par l'outil militaire américain, aux fins de pouvoir légitimer les buts géopolitiques américains depuis l'effondrement de l'URSS. Le deuxième outil, c'est le démocratisme ou l'idéologie de la démocratie, puisque l'on voit qu'à chaque fois qu'il y a des crises dans lesquelles les États-Unis et leurs alliés occidentaux s'impliquent, la démocratie est mise en avant, ou la lutte pour la démocratie est mise en avant pour justifier, au fond, l'ingérence, la volonté d'ingérence de Washington et de ses amis. C'est aussi l'utilisation parfois de l'identitarisme au sens local. Un certain nombre de séparatismes ou de régionalisme au niveau européen sont utilisés aux fins d'affaiblir les États-nations européens, d'affaiblir leur unité dans le but de pouvoir obtenir in fine une grande Europe des régions qui serait d'ailleurs facilement contrôlable et aliénable aux États-Unis, puisqu'elle n'opposerait plus de grandes puissances constituées comme l'Allemagne, comme la France évidemment, ou comme d'autres puissances. Donc il y a, je le répète, un plan global qui est un plan stratégique. Au fond, beaucoup de pays d'ailleurs ont des buts géopolitiques. Il n'y a pas que les États-Unis, mais les États-Unis, ça se voit davantage puisque c'est la première puissance qui entend le rester et qui entend contrôler la mondialisation. Et ces buts géopolitiques utilisent des outils stratégiques qui sont ceux que j'évoquais, le terrorisme, le démocratisme et l'identitarisme local. Alors, il y a depuis 1990 de nombreux exemples qui montrent que cette idée de plan global n'est pas un fantasme, n'est pas une espèce de construction ou de vue de l'esprit. Il y a d'abord la réalité du pillage économique de la Russie dans les années 90. Il y a la destruction de la Yougoslavie conformément aux buts géopolitiques des États-Unis, mais aussi de l'Allemagne. À ce moment-là, il y avait une forte convergence entre les deux puissances. Il y a la création du Kosovo indépendant. Il y a l'ingérence dans la politique russe d'une manière générale depuis l'arrivée de Poutine qui s'est mis à résister à ce plan global. Il y a eu le soutien au séparatisme tchétchène. Il y a eu le soutien à une Géorgie agressive contre la Russie qui a produit la crise de 2008 où l'on a vu à ce moment-là la Russie réagir fermement et reprendre la main sur l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Il y a aussi ce projet antimissile que j'évoquais tout à l'heure, qui fait l'objet de tensions fortes entre les États-Unis et la Russie. Il y a le maintien, l'agrandissement de l'extension de l'OTAN vers les pays de l'Est. Et puis il y a eu la destruction de la Libye de Kadhafi, sa tribalisation. On voit aujourd'hui le résultat évident puisque le pays est aux mains de milices et des tribus, que le pétrole est confisqué et fait l'objet de chantage de la part de ces milices. Il y a l'étouffement de l'Iran que l'on connaît depuis de nombreuses années, même si les choses sont un peu en train de s'arranger puisqu'un accord russo-américain est intervenu en novembre 2013 pour peut-être empêcher une guerre que voudraient Israël et l'Arabie Saoudite de manière conjointe. Et malheureusement, la France qui s'inscrit dans cette logique israélo-saoudienne, à mon sens, non conforme aux intérêts de la France. Et puis il y a eu l'agression de la Syrie, qui va de pair d'ailleurs avec l'étouffement d'Iran. Laquelle agression de la Syrie
a débouché sur une destruction du pays, un effondrement de son unité nationale, une communautarisation de ce pays, avec bien sûr cette guerre entre les Alaouites, qui sont une version particulière du chiisme, d'un côté, et de l'autre les sunnites, une partie des sunnites, pas tous les sunnites. Et je voudrais d'ailleurs ne pas réduire cette guerre civile en Syrie à un affrontement purement communautaire. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on peut considérer qu'il y a au moins 30 à 40% des sunnites qui sont avec le régime de Damas, avec donc les alaouites, avec les chrétiens aussi, et avec les Kurdes, qui sont également avec Bachar el-Assad. Donc il y a cette guerre, cet effondrement qui a été déclenché très clairement sous l'impulsion de l'Arabie saoudite, du Qatar et malheureusement d'un certain nombre de pays occidentaux, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, qui jouent un rôle. Et bien sûr, n'oublions pas le rôle de la Turquie dans cette affaire. Donc, il y a l'Ukraine, la question de l'Ukraine, dont Brzezinski disait qu'elle est une sorte de pivot eurasiatique, qu'elle est la clé de l'affrontement de puissance entre les États-Unis et la Russie sur le continent eurasiatique. Cette Ukraine qui est si stratégique pour la Russie, non seulement pour des raisons historiques, parce que n'oublions pas que Kiev est un berceau de la Russie, mais aussi économique, parce qu'elle est très liée à l'économie russe, mais aussi stratégique, parce qu'il y a Sébastopol et l'accès à la mer Noire, en Crimée. Donc tout cela est très important pour la Russie, et la Russie considère que la volonté d'otanisation de l'Ukraine est une forme d'agression, et objectivement on peut considérer que c'est une agression, d'autant plus que ce n'est pas la volonté de la majorité des Ukrainiens, même s'il est difficile de savoir exactement quelle est la balance, quel est le ratio de ceux qui veulent voir en Ukraine regarder vers l'ouest et ceux qui veulent regarder vers l'est. Cette crise pourrait déboucher, si les choses ne se calment pas et si l'opposition conserve une attitude radicale, n'accepte pas les propositions extrêmement fortes qui ont été faites par le président Yanukovych samedi 25 janvier, à savoir une association au pouvoir, un pouvoir de coalition. Eh bien on peut penser que à ce moment-là, si l'opposition montre son vrai visage, c'est-à-dire qu'elle n'est là uniquement que pour otaniser l'Ukraine et la faire rentrer dans une Union européenne elle-même otanisée, eh bien évidemment, nous aboutirons alors, c'est le risque, à une scission de l'Ukraine, à une partition de l'Ukraine. Et une partie de l'Ukraine russophone se tournera clairement vers la Russie et s'associera encore plus fortement avec elle, tandis qu'une autre partie à l'ouest s'associera avec l'Union européenne, mais à ce moment-là, cette partie-là, qui est la moins riche, se retrouvera finalement, je pense, un peu une sorte d'un ton de la farce, puisque l'économie, l'essentiel de la richesse est à l'Est, elle perdra cela et qu'elle deviendra une sorte de réservoir de main-d'œuvre pour les pays plus développés de l'Union européenne. Lesquels pays de l'Union européenne d'ailleurs récupéreront une partie assez peu développée, ce qui pèsera encore plus sur l'Union européenne.